Est-ce que OVH est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action qui a quand même bien chuté depuis l'introduction en bourse fin 2021. On est allé jusqu'à 4,40 € avec une introduction en bourse à 18 €. Bon, ça fait mal quand même. Mais depuis, ça rebondit. Alors, publication hier, bim, sanctionné par le marché, moins 16%. Qu'est-ce qui a été sanctionné? On va aller regarder ça. Donc, la croissance en médiane, elle est à 18,8%, c'est pas mal, hein. Donc, on est dans le secteur activité des data centers, le cloud. Donc, OVH, c'est la thématique, on va dire, souveraineté numérique. Bon, c'est quand même un secteur qui est en forte croissance et la compétition est quand même, la concurrence est très rude, sur le secteur. On voit que la boîte fait quand même pas mal de croissance, mais ça stagne un peu. Février 2025, on a 13,3%. Donc, ça a quand même ralenti. Et ce qui a été sanctionné, c'est ceci. On a une publication qui a été inférieure aux attentes. Donc, c'est une publication partielle, hein. On n'a que le chiffre d'affaires et on nous dit que la publication, elle est à 9, la progression du chiffre d'affaires, elle est à 9,3% en données comparables, ce qui entraîne, c'est une décélération comparé à ce qui est affiché ici. Donc, ça ralentit malheureusement. On est sur un peu d'acquisition aussi, de la croissance externe pour 285 millions d'euros. Bon, c'est quand même important par rapport à market cap, mais c'est pas une énorme partie non plus. Donc, on est surtout en croissance organique. Donc, voilà. Ce qui est sanctionné, c'est une boîte qui décélère un petit peu dans un secteur concurrentiel. Dans le communiqué, ils nous disent aussi qu'ils reconduisent les perspectives annuelles, hein. Donc, ça, c'est pas, c'est plutôt encourageant, on va dire. Même si c'est une fourchette, il faudra plutôt viser le bas de la fourchette qui est donnée, vu la publication ici. On va regarder les taux de marge. On fait de la croissance, mais est-ce que les marges augmentent? Ce qui veut dire, si on a des marges qui augmentent, qu'on gagne des parts de marché. En taux de marge de brut, pour ce type d'activité, c'est élevé, 73,5%, c'est bien, comparé à la médiane, donc c'est en augmentation, ça c'est bien. Le taux de marge l'EBITDA, pas ouf, il a bien augmenté jusqu'à 2021, et puis depuis, on a une perte d'efficience opérationnelle, et donc elle laisse un peu. Maintenant, on est quand même sur un niveau relativement élevé, à 27,3%, et le taux de marge net, lui, alors, il est très faible, 1,4%. On est passé cash net, on est passé, pardon, rentable que depuis 2024. En fait, avant, on a cumulé les pertes. C'est pas terrible ça, hein. Qu'est-ce qui se passe du point de vue free cash flow? Est-ce que c'est un peu mieux? On va regarder ça. Si on se met la free cash flow margin, si elle est dispo quelque part, hop, sinon je la rajoute. Free cash flow margin ici, hop. Alors, on est sur ouais, quelque chose qui est un peu mieux, 3,8%, donc bon, ça, ils sont positifs sur le free cash flow depuis 2023. Bon, ça, c'est encourageant. Le taux de marge net est en augmentation, le taux de marge de free cash flow aussi. Maintenant, est-ce que ça va rester durablement au-dessus? Bon, on va voir, mais il y a quand même des chances qu'on reste profitable. Bon, ce qu'on voit, c'est que c'est en amélioration et que c'est rentable que depuis peu. Donc, ça reste difficile comme positionnement concurrentiel pour OVH. La conversion des bénéfices nets en free cash flow, en cumulé, on fait des pertes, et en termes de free cash flow, c'est la même chose. Donc, depuis le début de la cotation, on n'a pas gagné d'argent en cumulé. Maintenant, si on dézoome et qu'on se met sur un an, on voit qu'on fait des free cash flow positifs, on l'a vu auparavant là. Donc, il y a des motifs d'espoir. Pour valoriser l'entreprise, si c'est négatif comme ça, du coup, vous avez les free cash flow sur un an qui sont positifs. Donc, on va pouvoir utiliser les free cash flow s'il n'y a pas de dette. Sinon, on va regarder ce qui se passe du point de vue de l'EBITDA et de la valeur d'entreprise sur l'EBITDA. Est-ce que l'entreprise est BFR négatif? On va regarder ça. Tiens, alors, on va se mettre net working capital. BFR négatif, ça c'est encourageant. Ça permet de financer l'activité par les clients sans injecter du cash pour faire de la croissance. Ça, c'est pas mal. Trop de cash pour faire de la croissance. Est-ce que ça s'améliore en plus ce BFR? Oui, en cumulé, on a une variation de plus en plus négative du BFR. Donc ça, c'est de mieux en mieux. Donc là, c'est bien, c'est-à-dire que l'entreprise a quand même du pouvoir on va dire, dans le rapport de force face à ses clients, elle peut faire payer ses clients en amont avant qu'elle paye ses fournisseurs. Ça va être surtout les fournisseurs d'électricité pour les data centers. Donc ça, c'est encourageant. Ensuite, est-ce qu'il y a une dépense en capital élevée par rapport à des prestations d'amortissement? Oui, quand même, plus de 600 millions en plus. Bon, et est-ce qu'il y a du other non cash item? Après, cette dépense en capital, si elle est nécessaire, à mon avis, elle est nécessaire pour développer l'activité, c'est pas un problème. On a 725 millions de other non cash items. Donc là, il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a de la dépréciation exceptionnelle? Voilà, est-ce qu'il y a de l'exceptionnel? En tout cas, ça doit aider les free cash flow. Ça neutralise la différence entre dépreciation, amortissement et capex. Donc, sur la durée, je pense qu'on va se retrouver avec une équivalence bénéfice net free cash flow, voire des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets.
Bon, c'est pas mal de ce point de vue-là. On va regarder la rentabilité opérationnelle avec le rendement des capitaux investis. Donc, bon, c'est faible, hein, pas de mystère, c'est 0,33. On l'a vu, on n'est pas rentable, on est rentable que depuis très peu. Et donc ici, en plus, c'est qu'une rentabilité opérationnelle, hein, donc on est rentable en termes de bénéfices nets que depuis quelques temps. Mais ça s'améliore, hein. Vous voyez, le rendement des capitaux investis à 4%, là, c'est en train de monter. C'est pour l'instant faible, hein, c'est pas très très intéressant comme rentabilité, mais c'est en amélioration. Donc il y a des motifs d'espoir quand même. L'endettement, il monte en flèche, hein. Évidemment, vous avez de la croissance, même si vous êtes financé par vos clients partiellement via le BFR négatif, vous avez une croissance organique qui est quand même plus élevée que votre rentabilité. Donc il faut que ça suive, quoi. Après, en plus, on a fait une acquisition ici. L'acquisition a eu lieu ici, ça a fait monter la dette. Bon, heu, on est quand même sur un niveau qui est relativement dangereux. On est à 3 fois l'EBITDA. Au-delà, ça va commencer à être douloureux, hein. Donc prudence quand même. Sur les free cash flow, là, on est très, très, très loin de pouvoir rembourser quoi que ce soit. Les free cash flow, on a 30 fois les free cash flow en termes de dette nette. Le petit bémol quand même, il faudrait retraiter cette dette pour voir s'il n'y a pas les obligations locatives dedans. Parce que peut-être que Coifin, lui, il prend ce qui est indiqué dans les rapports. Les normes IFRS 16, elles incluent les obligations locatives dans l'endettement. En réalité, c'est pas vraiment de la dette, ce sont des coûts opérationnels. Donc, il faut retraiter ça quand même, il faut vérifier, hein. Et si on est à ce niveau-là, ça commence à être dangereux. On va regarder maintenant la rémunération actionnaire. Pas de dividende versé, ça ne choque pas, hein, c'est normal, vu qu'on est sur une activité en croissance. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Alors, bon, toujours se méfier de ce qu'affichent les agrégateurs, hein. Est-ce qu'il y a vraiment eu une telle réduction de capital? Il faudra vérifier. Mais dans ce cas-là, ça a fortement relué les actionnaires, hein, ça c'est intéressant. Donc ça nous met un rendement de l'actionnaire à 20%. Je suis quand même sceptique sur ça, hein, donc il faut vérifier. Bon, pas de rémunération de l'actionnaire, on va dire, pour OVH. C'est normal, c'est une boîte encore de croissance. La valorisation maintenant. Alors, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA. Bon, à l'introduction en bourse, ça s'est payé cher quand même, hein. Ça s'est payé 16,6 fois la valeur entreprise sur EBITDA. C'est monté jusqu'à 25 évidemment. Et depuis, c'est le naufrage. Et on allait toucher 5,3 fois la VE sur EBITDA. Là, on est sur un niveau quand même au-dessus de la médiane qui est à 8,6. Maintenant, la médiane n'a pas beaucoup de durée, hein, donc pas beaucoup d'historique. C'est pas value pour moi, on serait value si on revenait à 7. 7, j'aime bien comme valeur. Pour moi, c'est mon seuil, on va dire value. En dessous, c'est encore mieux, hein. 5, c'est encore mieux, mais là, bon, 7 déjà, on pourrait commencer à s'y intéresser. Là, je trouve que c'est encore, au vu de la publication, c'est encore un peu surcoté. Il n'y a pas de marge de sécurité sur les flux. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les actifs tangibles? Non, pas du tout. Bon, la conclusion du dossier OVH, la publication a été sanctionnée. À mon avis, a raison, hein. On est sur une boîte de croissance qui est un trou d'air. Et en plus, la valorisation n'apporte pas de marge de sécurité par rapport à ces publications. Donc, à mon avis, il vaut mieux attendre un petit peu sur OVH, le mettre en watchlist. Peut-être en attendant, creuser bien le dossier, lire les rapports financiers, etc. Et si la valorisation retrouve les 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, je pense qu'on pourra commencer à s'y intéresser de plus près. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.